Bonjour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je démarre une série d'enregistrements audio euh, qui concernera la déficience visuelle, l'apprentissage et l'enseignement du piano. Et oui, il ne faut pas oublier tout de même qu'il y a des personnes malvoyantes qui se mettent au piano et qui peuvent également jouer aussi bien que n'importe qui, parfois même mieux, parfois moins bien, peu importe. On va justement essayer d'étudier un petit peu comment dire, les relations qu'il peut y avoir, s'il y a des relations bien sûr, mais il y en a bien évidemment entre la déficience visuelle euh, et l'apprentissage musical. Donc on va soulever des questions d'ordre cognitif, d'ordre psychique et d'ordre comportemental. Ces deux termes-là, tout ce qui relève de la cognition et du psychisme, je les développerai un petit peu plus tard pour que ce soit bien clair, pour pas naviguer dans le flou. Au comportemental, ça paraît évident, je crois qu'il n'y a rien à développer, n'est-ce pas? Donc voilà, on va s'intéresser à tout ça. Alors je vais organiser cette réflexion sous deux angles. D'abord, dans une première partie, je vais traiter du développement de la personne atteinte de déficience visuelle. Et dans une seconde partie, je décrirai mon expérience en tant qu'élève à l'école et au conservatoire, étant moi-même concerné indirectement. Je donnerai un petit témoignage également par rapport à un élève que j'ai pu avoir ici en région parisienne, et qui présentait à peu près les mêmes symptômes, j'allais dire, les mêmes caractéristiques. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment généraliser ce discours, tout ce document duquel je vais traiter. Mais bon, voilà, quand on voit le nombre de points communs qu'il y avait entre deux personnes qui sont atteintes grosso modo du même problème et leur réaction, justement, leur réaction comportementale, leur mode de fonctionnement, bah, on se dit justement que ça serait intéressant. C'est un peu le but de ces enregistrements. Ce serait très intéressant d'avoir d'autres témoignages pour pouvoir enrichir encore plus ce document et pour pouvoir comprendre d'une manière encore plus détaillée, bien sûr, ce qui se passe dans nos têtes, dans nos mécanismes, dans notre fonctionnement, enfin du moins celui des enfants et des adultes, bien sûr, qui sont malvoyants, qui sont atteints de déficience visuelle. Et bref, donc en fait, je finirai après par une petite réflexion. Justement, là-dessus, je suis bien placé que par rapport à cet élève, je finirai par une réflexion sur une pédagogie qui est accessible et qui est adaptée à cet handicap, l'ayant également moi-même vécu en conservatoire. Donc ça tombe très bien, justement. J'estime être plutôt bien placé quand même pour en parler. Et voilà. Donc, on va entamer une grande première partie. Comme d'habitude, je vais l'étaler sur plusieurs enregistrements parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va traiter pour l'instant du développement de l'enfant malvoyant, d'accord? Pour aujourd'hui, je vais juste faire une petite introduction et parler des premières années dans le développement des bébés et de cet enfant. Donc, allons-y. Bon, alors, déjà, avant tout, on parle bien sûr de déficience visuelle, on est d'accord, ce qu'on appelle la malvoyance. Ça n'a rien à voir avec la myopie ou l'hypermétrope ou l'astigmate qui n'a pas de couiner toute la journée parce qu'il ne peut pas bien voir et qu'il faut qu'il change de lunettes, etc. Non, alors, ça n'a rien à voir, ok? On ne joue pas dans la même cour. C'est ce qu'on appelle la déficience visuelle, c'est-à-dire que la vue est limitée, normalement en théorie, à 2/10 de vue. C'est la définition même, c'est le début de la malvoyance, en fait, la malvoyance légère. Et puis après profonde, et puis après, c'est carrément la cécité entre 0,5 et 0,10 de vue. Mais là, je n'en parlerai pas parce que je ne connais pas ce sujet-là. Moi, je parle de ce que je connais, d'accord? Donc, on va se limiter à la malvoyance, c'est-à-dire que ça commence à 2/10, entre 2 et 1/10, grosso modo. C'est là que se situent ces problèmes-là, certaines complications viennent se rajouter. En général, c'est ce qui fait justement que ça s'appelle la malvoyance, le nystagmus notamment, le strabisme et encore plein d'autres choses. C'est comment dire, les complications peuvent se superposer, ce qui fait que tous les problèmes sont différents et sont traités différemment, et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là encore une fois que je reprends ce que je disais dans l'intro, à savoir que je n'ai seulement que deux témoignages, le mien et celui d'un élève, c'est bien dommage. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus pour pouvoir essayer d'étudier toutes les caractéristiques. Bref, donc voilà, donc sachons de quoi on traite, de la malvoyance, on appelle ça. Bon, donc on y va. Donc ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de règle dans le handicap visuel. C'est ce que je viens de dire, on est tous uniques, et parfois les complications se rajoutent ou s'interposent. Enfin bon, ça on ne le choisit pas.
Et donc, il n'y a pas de définition stricte dans le sens où chaque individu qui est atteint présente des particularités différentes. Et deux personnes concernées par le même handicap n'auront pas le même mode de fonctionnement. C'est là que c'est intéressant justement à étudier. Donc le seul point commun, c'est que ces enfants ne se développent pas comme les autres. C'est évident, hein, bien sûr. Ils vont construire leur identité en fonction de leur bagage sensoriel. Ces enfants ne bâtissent pas les mêmes relations à autrui non plus. C'est évident. Enfin, du moins, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que cette relation à autrui peut exister, mais c'est le chemin pour y parvenir qui est différent de ce que les gens qualifient comme étant la normale. Parce que, alors là, je vais vous dire franchement, ce que vous qualifiez en général, enfin ce que vous dites, quand c'est normal par exemple, c'est totalement subjectif, franchement, vraiment. Mais bon, ça après, hein, chacun a son point de vue là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est le chemin pour parvenir à une relation qui est très différent. Et donc tout le comportement peut s'expliquer à partir du handicap. Tout le comportement à la fois réflexif, moteur, enfin tout, absolument tout, d'accord? Parce que c'est sur ce handicap que l'on se base pour accroître notre monde intérieur, en quelque sorte, notre représentation du monde extérieur, du fait que la vue est atteinte en quelque sorte. On développe beaucoup plus tout ce qui est à l'intérieur de nous, notre sensibilité, notamment notre réflexion, notre capacité à comprendre les choses, notre pensée, nos réflexes, bref, en fait, tout ce que l'on est, tout simplement. Donc là aussi, vous voyez, on reviendra encore hein, là-dessus. Je note d'ailleurs, hein, je mets un petit quelque chose parce que j'avais pas prêté attention à ça, mais on le développera justement dans la deuxième partie où l'on traitera de l'apprentissage et de l'enseignement musical. Là, il y aura une relation directe. C'est un gros avantage qui est naturel en réalité, bien sûr, parce que c'est une surcompensation, c'est évident. Hein, le malvoyant va justement, on va le développer. Donc l'enfant handicapé va se construire pour soi-même, hein, n'est-ce pas? Par soi-même et pour soi-même, comme on dit, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'étant dans l'impossibilité de se ranger dans un chemin, encore une fois, entre guillemets, tracé par la normalité, ben, évidemment, il va être obligé de trouver des solutions, n'est-ce pas? Il va trouver le sien, il va trouver ses solutions, il va trouver il va trouver son propre chemin. Hein. Il bâtira une forme d'entendement, c'est un terme qu'on va définir aussi plus tard. Il va se créer son propre jugement pour penser droitement. Il va acquérir donc une perception judicieuse des choses extérieures et se forger une sensibilité croissante. L'idée qu'il se fait du monde extérieur ainsi que sa représentation mentale des phénomènes vont enrichir et affecter ses intuitions. C'est comme ça qu'il va fonctionner, il n'aura pas le choix de toute façon. Encore une fois, tout va se baser sur l'idée. Ça aussi, encore un élément important que je note justement et qu'on développera plus tard, hein, qui influencera le développement du malvoyant, en fait, influence naturellement son apprentissage musical. D'ailleurs, ce que je viens de dire, cette phrase, en fait, est la même pour tout le monde, hein, finalement. On est toujours influencé par notre passé, par ce que l'on a vécu. Mais alors là, particulièrement, justement, ces qualités-là, entre guillemets, qui développent naturellement, sans le vouloir, en fait, bah, justement, seront essentielles. Donc, bref, je sais plus où j'en étais, comme d'habitude. Donc, je vais reprendre ce que je disais, c'est-à-dire que l'idée qu'il se fait du monde extérieur, sa représentation mentale des phénomènes, va enrichir et affecter ses intuitions. Et donc, cela va contribuant, putain, je vais pas y arriver. Oh là 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 là. Va fortement contribuer, à son développement psychomoteur. Alors bon, comment dire en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle le développement psychomoteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est basé sur le psychisme et la motricité, hein, bien entendu, psychomoteur, d'accord? Donc, alors, ça aussi, le psychisme, on va s'en occuper plus tard, on le définira, mais bon, disons que, pour faire plus simple, l'enfant handicapé, lui, va trouver sa voie, va trouver ses convictions, contrairement aux autres enfants, enfin, disons qu'il va les trouver plus tôt, tout simplement, hein. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité, tout simplement, une nécessité pour survivre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il doit absolument, dans son développement, se créer son propre chemin. Il n'a pas le choix, en réalité, contrairement aux autres, hein, bien sûr, qui peuvent très bien attendre et qui se développent parfaitement grâce à leur vue. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que la vue,
c'est le sens, le capital en quelque sorte hein, dans notre développement. Qu'on le veuille ou non, on n'y peut rien, c'est ainsi, hein, c'est un fait avéré. Donc du coup, voilà, cet enfant handicapé, lui, va être obligé de détourner en quelque sorte hein, ce chemin qui est tracé normalement par l'utilisation hein, omniprésente de sa vue. Bref. Donc, les bases de sa personnalité qui sont ainsi construites, hein, n'est-ce pas, ses connaissances, son idée, comme je le disais, hein, du monde extérieur, ses mécanismes de pensée, ses mécanismes d'action, hein, toutes ces bases, les bases de sa personnalité, vont avoir tendance à atténuer son handicap, qui est liberticide, hein, malheureusement. Ça, il nous rappelle toujours à l'ordre, hein, on n'y peut rien. Donc, l'enfant, qui est à la recherche d'une forme de liberté d'esprit, va la trouver vraiment plus tôt, il va la trouver très rapidement, sa propre identité, il va trouver bien sûr. Il sera intimement convaincu et donc profondément persuadé d'évoluer sur son propre chemin, sur celui qui s'est forgé. Il se forge en fait une réalité des choses qui est la sienne, tout simplement. Donc tout ça, ce sont des éléments qui pédagogiquement vont être intéressants pour la suite dans toute notre deuxième partie. On y viendra plus tard. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va traiter un peu, on va parler un peu des premières années. Donc l'absence partielle ou totale, mais là je n'en parlerai pas, hein, d'accord hein, encore une fois, je parle de ce que je connais. Donc l'absence partielle, on dira, de la vue affecte sensiblement en premier lieu la découverte de l'environnement et donc provoque dès les premières années de la vie un retard chez l'enfant au niveau sensorimoteur, psychique et cognitif. On y vient. Donc, déjà, le psychisme, en fait, sont tout simplement les mécanismes de notre esprit. Tout ce qui relève du conscient, de l'inconscient, on va faire simple, hein, d'accord hein, tout ce qui relève de l'affectif, la volonté, bon, etc. D'accord. Ok, donc dans ce sens, évidemment, il y a un retard énorme qui est pris, notamment au niveau affectif. L'enfant ne reconnaît pas son entourage, en quelque sorte, ou il le reconnaît d'une manière déformée. Il ne le comprend pas réellement, donc il va développer d'autres mécanismes pour compenser, bien sûr. Donc ça, c'est de l'ordre du psychisme. On y reviendra plus tard avec la relation entre l'enfant et sa mère, hein, bien sûr. C'est la première chose importante hein, dans le développement, première étape, importante. Donc j'ai dit également tout ce qui relève de la cognition. Bon, la cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux, en fait, hein, tout simplement, ce qui fait l'intelligence, c'est-à-dire c'est très vaste comme terme, hein, ça peut être les raisonnements, ça peut être la capacité à développer son langage, la perception, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, la résolution des problèmes, je sais pas, la connaissance, la mémoire, la prise de décision, tous ces domaines-là vont être affectés hein, en réalité, d'accord, à tous les niveaux. Et également, donc, je parlais du niveau sensorimoteur. Bon, ben ça, il faut savoir que c'est quand même le premier stade du développement de l'intelligence de l'enfant. Et c'est pas de chance, parce qu'en fait, jusqu'à l'âge de ses 8 mois, grosso modo. Et ce qui est pas de chance, c'est que le niveau, ces fonctions sensorimotrices vont agir directement justement sur les fonctions cognitives. Et c'est là où c'est pas de chance, c'est-à-dire que c'est un tout. Tout va s'enchaîner en quelque sorte, c'est-à-dire que tout va se dégrader, enfin pas se dégrader, mais toutes ces fonctions-là étant détériorées, bah, le retard est énorme dès le départ. C'est ça le problème, dès le départ on le voit. Donc l'enfant, en découvrant le monde, il reçoit l'impression des objets extérieurs, n'est-ce pas logiquement, hein, d'accord. Et il enrichit sa connaissance des choses par l'expérience de ses sens. Bon, alors la vue, évidemment, la vision joue, comme je le disais, un rôle capital dans ces trois domaines que je viens de citer, à savoir le psychisme, la cognition et tout ce qui relève du domaine sensorimoteur. Parce que justement, la vision permet de capter rapidement, c'est le gros avantage qu'elle présente, un grand nombre d'informations. On a la vue de près, la vue de loin, la vision globale, la vision précision. Bon, là, ça, on ne va pas entrer dans les détails, hein, mais bref, c'est quand même un sacré atout. Donc le sujet atteint, lui, ne reçoit qu'une toute petite partie de ces précieuses informations. Et le problème, c'est qu'en plus, parfois, il les déforme, il les reçoit de manière déformée. Donc, dans ces cas-là, évidemment, son appréhension de l'environnement et sa compréhension en seront affectées.
Parce que le fondement de l'expérience passe d'abord par l'appréhension et la perception des relations, n'est-ce pas? Donc, en ce sens, on peut dire, justement, voilà encore un point intéressant, c'est-à-dire que l'enfant handicapé, il va devoir intérioriser son approche des phénomènes extérieurs pour mieux les comprendre. Voilà encore un point sur lequel on reviendra avec l'apprentissage musical. Un point intéressant, enfin du moins il me semble. Donc le développement psychomoteur, c'est-à-dire à la fois du psychisme et de la motricité, n'est-ce pas, passe par l'activation des récepteurs sensoriels. C'est ce que je disais justement, c'est-à-dire que tout ce qui relève de la du niveau sensoriel et moteur va influencer sur la cognition, sur le psychisme, sur tout le reste en fait. Donc le développement psychomoteur passe obligatoirement par l'activation des récepteurs sensoriels. Normalement, chez le bébé, pour faire simple, en gros, il y a une interaction entre la vue et le toucher. Bon, chez le bébé malvoyant, évidemment, c'est mal parti. Bon, vu qu'il peut, on va dire, il peut que très peu se servir de sa vue, ben, il va fixer automatiquement ses priorités, ça paraît évident, sur les sensations tactiles, n'est-ce pas? Donc encore une chose intéressante, c'est que très tôt, et sans le vouloir, c'est inconscient bien sûr, mais c'est encore une fois, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un besoin, c'est une nécessité pour survivre, c'est-à-dire qu'il va faire naître dans son esprit une forme de mémoire corporelle. Voilà encore un point intéressant, n'est-ce pas? Alors évidemment, encore une fois, je ne peux pas généraliser le discours, mais on y reviendra dans une deuxième partie. Mais il est évident que toutes ces qualités en fait que cet enfant malvoyant va développer, sans le vouloir, bien entendu, naturellement, eh ben, c'est un hasard, mais ce sont des qualités qui, comme par hasard, vont se retrouver dans l'apprentissage musical. Si, bien sûr, ils décident de faire de la musique, c'est évident, tous les malvoyants n'en font pas. Bah, ça, d'accord, ok. Mais si c'est le cas, et si en effet il y a certaines prédispositions, et qu'il est passionné, que ça l'intéresse, ben, il va naturellement mettre en valeur en fait ces qualités qu'il a lui-même développées étant enfant, étant bébé en quelque sorte, et qui font partie de son fonctionnement. Et justement, c'est là que ça devient un avantage en quelque sorte. On en parlera plus tard. Bref. Donc cette histoire de mémoire corporelle, bien sûr, va grandir et va évoluer tout au long de sa vie, en rapport avec la diversité des expériences vécues, bien sûr. Et donc, il devra faire preuve de beaucoup d'entendement et d'imagination. Voilà, on y vient encore, pour parvenir à intégrer mentalement la représentation de la forme des objets, de la forme interne et externe d'ailleurs des objets qu'il peut toucher par exemple, puisqu'il ne les voit pas réellement. Donc ça aussi, c'est un point que l'on développera encore une fois dans une deuxième partie, tout ce qui relève de l'entendement, de l'imagination, de la représentation mentale. Ce sont des termes essentiels, encore une fois, à l'apprentissage musical. Malheureusement, il y a un problème qui se pose, c'est que tous les enfants à cet âge-là, tous les bébés et les enfants, ne peuvent pas faire preuve d'autant d'analyse. Même si tous ces phénomènes sont naturels, bien sûr, mais leur compréhension, leur découverte en est donc systématiquement ralentie, entraînant parfois un manque de curiosité, parce que l'enfant ne peut pas capter de façon immédiate toutes les informations, ou alors il capte de façon immédiate, mais très peu d'informations, bien entendu. Donc là, il y a un retard énorme, bien sûr, qui se crée. Ça, c'est un point commun, de toute façon, à tous les enfants malvoyants. Il ne peut pas agir instantanément de lui-même sur son environnement. Donc la vue présente cet avantage, on peut le dire en effet sur le toucher, je le répéterai toujours, la vue c'est un sens qui est capital, à mon sens en tout cas, mais de mon point de vue. Parce qu'il présente, par exemple, dès le départ, un gros avantage sur le toucher. Parce qu'on a la possibilité d'intégrer des informations à la fois à distance, petite distance, grande distance. L'enfant malvoyant, lui, par son toucher, il a que la capacité à comprendre ce qui est juste à proximité, ce qui est juste autour de lui. Les différentes distances, il ne les comprend pas. D'ailleurs, c'est la même chose adulte. Aller discuter avec quelqu'un qui est malvoyant, aller lui parler de 10 mètres, 50 mètres ou 100 mètres, il va vous regarder, il va vous dire « mais qu'est-ce que vous me racontez ?» Il comprend ce que ça veut dire, mais il ne voit absolument pas la différence, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ce genre de choses. Donc il est obligé comme d'habitude, on revient toujours au même point, de se représenter mentalement, bien sûr, tout ce qui touche à la vue, en réalité.
Donc, ces informations sont traitées de manière fragmentée, n'est-ce pas? Ce qui présente une difficulté. Je parle de l'enfant, n'est-ce pas, qui touche un objet ou qui essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui. Il ne reçoit pas des informations fluides avec tout ce dont il pourrait disposer. Tout arrive de manière fragmentée. Et donc, c'est assez compliqué. C'est une difficulté supplémentaire. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, son rôle, c'est de réorganiser tout ça afin de parvenir à la représentation de toutes les caractéristiques internes et externes d'un objet, si on prend le cas d'un objet par exemple, ou de tout ce qui peut nous entourer. De plus, dans les premières années, en général, les bébés préfèrent regarder que toucher. Et oui, parce que l'observation, c'est la première forme d'investissement de l'enfant face à l'extérieur. Alors que le toucher, ça peut faire peur au début. Très souvent, on a des enfants comme ça qui n'osent pas toucher, qui préfèrent regarder, c'est plus rassurant en quelque sorte. Donc les sensations tactiles, et c'est pas naturel, n'est-ce pas? Bon, ça va le devenir très rapidement chez le malvoyant, c'est évident, d'accord? Parce que c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que les bébés sont fréquemment craintifs devant de nouveaux objets. Donc, là aussi, le rôle des parents est important. Il y a toute une éducation à apporter à cet enfant pour qu'il prenne conscience de ses possibilités. Il y a tout un mode de fonctionnement à développer pour qu'il puisse plus tard, et même tout de suite d'ailleurs, s'épanouir en prenant son bagage sensoriel en considération afin d'acquérir de l'autonomie. Il n'a pas le choix, encore une fois. Donc il va développer, là aussi c'est un point important, des sensations tactiles qui vont bien entendu être supérieures, entre guillemets, à la moyenne, parce que de toute façon, c'est son seul chemin possible, en quelque sorte. Donc, je disais, les parents jouent un rôle important pour guider leur enfant, parce qu'ils doivent, ils doivent essayer d'éveiller en lui cet instinct, qui est normalement naturel, d'utilisation de la vue. Peu importe qu'il voit, que sa vue soit très faible ou non, le peu dont il dispose, il doit absolument essayer de s'en servir. C'est une arme qui a une importance vraiment capitale, la vue. Parce qu'il faut qu'il essaye d'enrichir sa curiosité à explorer l'inconnu. Et en ce sens, le toucher ne suffit pas. Il faut vraiment se servir du peu de la vue dont on peut disposer, bien sûr. Ça, évidemment, ça dépend bien sûr du degré du problème que l'on a. Il faut également mettre beaucoup l'accent sur le développement des autres récepteurs sensoriels pour compenser la faiblesse de la vue, c'est évident, d'accord, parce qu'on a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, avec le peu de vue dont on peut disposer, on n'arrivera pas à grand-chose, c'est évident, même si le petit pas grand-chose est quand même très précieux. Le toucher, lui, qui est associé à la parole. On revient sur une idée que j'expose souvent, même dans l'apprentissage musical, c'est-à-dire que les sens ne sont pas isolés. Il faut arrêter de rêver aussi là-dessus. Beaucoup disent « Ah tiens, je me sers que de ma vue, au piano, je me sers que de mes oreilles. » Non, c'est pas vrai. Ce qui se passe très souvent, j'ai pour habitude de dire que l'on voit la musique, par exemple, ou que l'on entend des couleurs. Voyez, c'est ces termes-là que je viens d'utiliser. Par exemple, on mélange la vue et les oreilles. Ou alors, on touche des couleurs, on touche la musique en quelque sorte. C'est comme ça. Les récepteurs sensoriels sont associés. C'est toujours comme ça. Et donc, par exemple, là, dans ce cas précis, le toucher, qui peut être associé à la parole des parents, aux explications aussi, va compléter le manque de données reçues. Ainsi, le bébé acquérera une idée détaillée et précise de tout ce qui l'entoure et qu'il est censé voir et comprendre normalement. Ainsi, ces multiples découvertes de l'environnement peuvent avoir une signification qu'il pourra mémoriser. Bien sûr, chez ces enfants, la mémoire en général est quand même particulièrement développée. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Encore une fois, on revient toujours au même point. C'est l'intériorisation, le fait d'explorer son monde intérieur qui va compter, qui va être un facteur de développement pour eux. C'est comme ça. Donc le bébé handicapé très tôt sera donc inévitablement obligé de développer une représentation mentale des choses qu'il découvre. Intarissable d'ailleurs, on peut le dire, tout au long de notre vie, c'est ainsi, même encore à l'âge adulte et même plus tard, c'est toujours comme ça. C'est une intime conviction pour pouvoir assimiler ces choses et pour pouvoir évoluer. Voilà pour l'instant.
Alors la prochaine fois, je continuerai, j'essaierai de détailler tout ce qui concerne. Ce sont des problèmes classiques en réalité, mais c'est intéressant de les connaître, tous les troubles qui sont liés à la déficience visuelle. Alors je ne peux pas parler de tout, bien sûr, donc je m'attaquerai à des choses comment dire, qui peuvent avoir une relation avec la musique, parce qu'évidemment, mon but dans tout ce document, c'est toujours de rester quand même fixé en quelque sorte sur l'apprentissage musical, sur une relation, hein, entre guillemets, ce terme est assez vaste, mais sur une relation que l'on peut donner entre la déficience visuelle et l'apprentissage musical. Donc par exemple, je parlerai de posture, hein, de posture et de tonicité musculaire. Ce sont des choses intéressantes, même d'ailleurs pour l'apprentissage musical, mais alors ça, ce sont des troubles classiques, hein, de la déficience visuelle, on le verra la prochaine fois. Tout ce qui concerne la motricité, le développement psychique, on l'a vu, on entrera un peu plus dans les détails, hein, notamment avec la relation, hein, entre l'enfant et sa mère. Les problèmes cognitifs, le langage, enfin bon, on verra tout ça, hein, dans les prochains enregistrements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.